Bonsoir, bienvenue sur Altmedia. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote et directeur des éditions Perspectives Libres. Euh, Son flegme n'a d'égal que sa connaissance de la droite française. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, Pierre-Yves, j'aurais aimé qu'on vienne un petit peu sur les différentes lignes de droite qui vont s'affronter au présidentiel. Mhm. J'aurais aimé qu'on analyse un petit peu, enfin que tu me présentes ta lecture de la disposition des choses actuellement et aussi qu'on parle des chances respectives de ces différents candidats face aux candidats sortants. Alors, pour prendre l'acception droite telle que l'entend le quidam et le journaliste moyen, tu as pour l'instant de candidats qui seront classés à droite par les politologues, même si moi je suis assez en désaccord avec le positionnement d'un tel ou un tel, mais pour faire dans le générique. Tu vas avoir évidemment la candidature de Valérie Pécresse. Donc, c'est le macronisme sans Macron. Chance relative, c'est-à-dire que Valérie Pécresse est un très mauvais candidat de premier tour, mais elle gagnerait mécaniquement contre lui par déport de la classe âgée et de la classe bourgeoise vers un nouveau poulain pour maintenir ses privilèges. Donc, elle l'emporterait si elle passe le premier tour, et ça, c'est pas dit. Pourquoi? Parce que, premièrement, Valérie Pécresse est quelqu'un qui a donné tous les gages à tous les lobbies anti-français euh, de sa viabilité. Tu vois, elle a fait de la politique immigrationniste, woke au Conseil général d'Île-de-France. Mais Macron est quand même allé encore plus loin parce qu'il reste quand même tu vois, le plus lourd du game. Et pour pouvoir l'abattre, Valérie Pécresse va quand même devoir donner un micro-gage aux nationaux et aux populistes qui sont ceux qui feraient l'élection. Parce que à troupe contre troupe, Macron écrase Pécresse au double. Donc sans nous, alors tu me diras, elle va le jouer sur la gauche. Mais Macron aussi peut le jouer sur la gauche. Alors, face à Pécresse, il aura beaucoup de mal, tu vois, de dire oui, mais je suis quand même antifasciste, parce qu'une partie de la gauche est écœurée de Macron. Mais à ce moment-là, on se Une grande rappellera partie. que, bien sûr, mais à ce moment-là, on rappellera que M. Ciotti est de la droite anti-arabe du Sud. Enfin, les médias macroniens Alors, c'est vrai que Ciotti, qui est quand même un sous-Manuel Valls, l'hitlérisé, faut y aller. Enfin, si tu veux, J'avais voilà, entendu dire que Manuel Valls était lui-même un sous Sarkozy et que Ciotti était un est sous un, est un, est un saut Manuel Valls, tu vois. Mais bon, si tu y mets le chèque et les moyens, tu peux hitlériser un flan à la crème, hein, donc il n'y a pas de problème. Tu peux dire les heures les plus sombres de la pâtisserie, enfin, tu peux tout faire. Mais là, va falloir quand même vraiment aligner, quoi. Parce que Ciotti fait naturellement pitié, mais pour qu'il fasse peur, et puis en 15 jours de temps, toi, au moins, chez Marine, il y a une petite base, elle s'appelle Le Pen. Tu vois, tu te réanimes les souvenirs du Borgne. Ah, bizarrement, il en a Mais fait rêver pas mal, Ciotti, avec ses discours un peu zémorisés, là, juste avant les primaires, hein. je suis d'accord, mais est-ce que ça fera suffisamment peur aux bourgeois de gauche? Surtout qu'en plus, tu vois, toi en face, tu as Darmanin, qui lui-même est un sous-Valls exactement comme Ciotti. Tu vois, le seul problème, c'est l'écart entre la Côte d'Azur et Tourcoing. Bon, ok, très bien. Euh, Moi, si tu. Macron aura du mal à faire ce coup-là à la gauche. Alors que Pécresse, toute la gauche sait qu'elle est pro-woke, qu'elle est européiste à en crever la gueule ouverte, qu'elle est totalement anti-française. Et en plus, le peu de petits patriotes qui restent au LR ont été, même pas virés, ils ont été écartés de son équipe quand l'équipe s'est constituée.
Tu vois, Marlex, Aubert, tous ces mecs-là qui croyaient qu'il y avait des espérances, ils ont été rayés d'un trait de plume. Donc, ça, c'est le premier point. Tu as Marine Le Pen, qui a une campagne qui, pour l'instant, patine totalement, parce que Marine Le Pen, tout le monde sait qu'elle y met aucun entrain, qu'elle fait ça parce qu'il lui manque des points retraite, qu'elle fait ça parce que les magistrats sont plus très loin, parce que le Front National a les URSA faux cul. Bon, elle n'est pas dans un, disons, elle n'est pas dans une montagne de flamboyance, tu vois. Ah, mais ça, de toute façon, ça ne change pas du Front National ou Rassemblement National, hein, c'est toujours pareil, c'est des fausses candidatures, j'ai l'impression. Alors attention, attention. La candidature de 2017 était tout à fait sérieuse, mais elle était entièrement gérée par Florian Philippot. Non, oui, 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 Le, on a bien le, vu le, que c'était le, pas le le visage, quoi. problème, c'est qu'objectivement, moi je connais son équipe n'est pas à la hauteur de la cheville de l'ombre de Florian. Point. Enfin, Philippe Olivier, l'homme que certains appellent, pas moi, hein, mais qu'on a surnommé en politique, que Marine a surnommé le serpent pendant des années, que beaucoup ont surnommé le seigneur des carpettes. Bon, si tu veux, c'est quand même pas grand-chose. Ensuite, tu as la candidature Zemmour. La candidature Zemmour, elle est en partie gelée à cause des choix du candidat. Je pense que entre son équipe, son ralliement sur les sujets importants, ou du moins son aplaventrisme sur les sujets importants, sa fixette sur l'immigration, alors que tout le monde est au courant depuis l'époque Ruquier que Zemmour n'aime pas les basanés. Ça, si tu veux, c'est pas une grande. Tu vois, si tu veux faire tomber quelqu'un de l'armoire en lui disant ça, tu vois, c'est bon. Et, en plus, il a, il a eu des ralliements de gens qui ne pèsent rien, tu vois, Jean Messia, Vanessa, etc. Tout ça, c'est des individualités. Le seul qui pèse un peu, c'est De Villiers, et tout le monde voit Oui. qu'il se rallie du bout des lèvres et à bout de gaffe. Ah, il commence de Donc, plus en plus, hein, à faire des petites apparitions et tout ça. ouais, mais si tu veux, pour qui connaît le Philippe de Villiers en campagne, ne serait-ce que quand il vend un livre, moi j'ai été dans les troupes du MPF en 2005 pour le référendum. Donc si tu veux, Villiers, ça peut être une machine de guerre, hein. Là, le vicomte nous avait habitués à être beaucoup plus, Véhément, enfin, tu vois, présent. mais je pense que les thèmes qui ont été choisis, les angles qui ont été choisis, euh, le, et le fait que la campagne Zemmour, qui avait commencé très lourdement et qui avait été très mise en scène par les médias, aujourd'hui, le soufflet est quand même un peu retombé. Là, dans les derniers sondages, il est à 4 ou 5 points sous Marine Le Pen. Et en termes d'analyse de classe, c'est assez net parce que Zemmour prend les petits indépendants des républicains et une partie, alors des gamins, très peu, mais dans les sympathisants très énervés sur l'immigration, et des boomers de droite qui veulent en réalité un macronisme anti-arabe, il faut être très clair. Or, le problème, c'est que tu as très peu de déports du bloc ouvrier. Hmm. Les Bah, ouvriers sont fidèles à Le Pen, pour disons beaucoup. qu'il a eu une sortie, moi, personnellement, que j'ai trouvé incompréhensible sur le plan politique. C'est, il avait, comme tu dis, il avait fait forte impression avec un certain électorat assez populaire qui votait Le Pen. Mm. Et la sortie de le travail, c'est la santé. Mais il s'est tué politiquement, en fait. Il avait toute une partie de la classe populaire qu'il avait réussi à attraper. Et je pense qu'en disant ça, il y en a plein il y en a plein Bah, c'est pas possible, quoi. si tu veux, je suis assez en accord avec Jérôme Sainte-Marie. Éric Zemmour a totalement mésestimé la manière dont il était vu, un, de la France périphérique qu'il ne connaît pas, et deux, de la classe ouvrière. Et je vais te dire une chose, pourquoi il fait cette erreur? C'est vraiment la marque des gens qui ont été conditionnés par Patrick Buisson. Euh, j'ai un très grand respect pour Patrick Buisson intellectuellement. On n'a pas deux idées en commun. Mais pour moi, c'est un adversaire politique de qualité. Euh,
Et Patrick Buisson, qui conseille Éric Zemmour, lui fait faire exactement les mêmes bêtises qu'il a fait faire à Sarkozy. C'est-à-dire que quand tu veux agglutiner la droite rentière, là, la droite rentière, elle a un candidat, c'est Emmanuel Macron, point. Tu vois, à la rigueur, allez, si elle veut être identitairement de droite, elle a Pécresse. Pourquoi ils ont besoin de Zemmour, tu Un bien vois? grand mot. Tu vois, non mais, tu vois, si tu veux, c'est des bourgeois c'est des bourgeois qui détestent autant la France que le bourgeois de gauche. La seule chose, si tu veux, c'est qu'ils n'ont pas le même univers mental. Ils aiment bien leur propriété à la campagne. Ils aiment bien les déjeuners chez la Hum, belle-mère, hum. la respectabilité. Tu vois, Pécresse, c'est très Tout bien pour comme, ça. tout comme il y a des Or, chrétiens, enfin, il y a des croyants fétichistes, eux, c'est des Français fétichistes, on peut dire. c'est des bourgeois Des fétichistes. bourgeois fétichistes. Alors que le bourgeois de gauche, lui, il est pas mal à l'aise dans la modernité, dans, dans la déchéance. Tu vois, Non, il eux, accepte, quoi. tu vois, si tu veux, je vais te donner l'exemple par rapport à l'immigration. Le bourgeois de droite, il aime l'immigré pour le dominer socialement et surtout pour l'utiliser pour dominer socialement le français pauvre de souche. C'est à Mhm. ça qui Ouais, sert dumping l'immigré. social. D'accord? Et le plaisir de pouvoir sous-payer un mec, mais de dire à un mec qui vient, qui est ta vraie cible, tu vois, j'ai donné un emploi à Mokhtar, je méprise Mokhtar, mais toi, je te méprise encore plus. Et Mokhtar me permet de te mépriser encore plus. Tu vois, le consensus social des années 60, c'est terminé. Alors que le bourgeois de gauche, il fait exactement la même chose, mis à part que lui, si tu veux, évidemment, il exploite l'immigré, mais il le fait avec tambour, trompette et langue de belle-mère, parce que il célèbre la diversité, et c'est d'ailleurs pour ça que les immigrés souvent détestent encore plus le bourgeois de gauche, parce que le bourgeois de droite ne fait pas semblant d'être leur pote. Ouais. Il n'y a Le pas le bourgeois de côté faux gauche, cul, oui. ouais. Tu vois, le bourgeois de gauche, oui. Tu vois, hein, Mamadou, mon frère, hein, mon beau-frère, jamais. Mais mon frère, ok. Donc, tu vois le Le deux poids problème. de mesure, ouais. Tu vois. Donc, si tu veux, Zemmour se retrouve avec une France périphérique qu'il connaît très mal, mis à part des secteurs très idéologisés. Oui, le catholique vendéen est quelqu'un de très sympathique. Moi j'ai adoré la Vendée quand j'y ai bossé là, il y a quelques semaines, quand je donnais des cours. J'ai adoré la Vendée. Le problème, c'est que c'est une micro-sociologie, on est d'accord. Moi, je suis bas normand. Je viens de la région du radicalisme, du Perchornais. Chez nous, on est très terrien, on aime beaucoup la France. Mais par exemple, on n'aime pas beaucoup l'Église chez nous. Nous, les curés, pour nous, c'est les mecs qui, quand ils ont pris le marché de la ferraille, ont fait partir les gitans. Or, pour faire partir les gitans, il faut être vachement dur quand même en affaires. Tu vois. Donc, Ouais. pour nous, on s'en méfie. Tu vois. Donc, tu vois, le problème, c'est qu'il faut connaître toutes ces représentations-là. Tu vois, si tu veux, tu peux faire de la claque parce que tu as 700 personnes en Vendée quand tu leur parles du Christ roi. Le problème, c'est que sociologiquement, c'est une France, mais c'est pas la France. Or, je pense que Patrick Buisson lui a dit euh, ce qui a toujours été la logique Buisson, hein, ce que Buisson appelle le groupe sociologique de droite. Le groupe sociologique de droite, c'est quoi? Ce sont des gens qui, mis à part la haine de la gauche, n'ont pas de référent identitaire, et même pas la France. Mais ils ont un vague respect catholique, etc. Et en réalité, si tu veux, ce sont des gens dont l'identité est entièrement négative. Ils se disent catholiques quand ils croisent Mokhtar, ils se sentent de droite quand ils voient le gauchiste en Sarwell, etc., etc. Or, pour Buisson, pour que règne, il l'a toujours dit, hein, pour que ce groupe sociologique-là règne, ce qui est quand même une définition très particulière de la démocratie, il faut baiser le mouvement populiste et souverainiste, Mm. pour lequel Buisson n'a que du mépris. Je rappelle que Buisson, si on fait juger les criminels de guerre pour la Libye, il est bon, il y va. Si on fait juger pour trahison les gens qui ont poignardé le peuple français dans le dos pour 2005, il est sur le banc des accusés. Donc, si tu veux, parce que lui, si tu veux, ce qu'il veut, c'est une victoire posthume personnelle sur la Révolution. C'est tout. Tu vois, il veut dire, voilà, la Révolution, c'était la gauche, et à la fin, c'est moi qui vous ai baisé. Bon, donc, si tu veux, la ligne Buisson, à ce niveau-là, pas le personnage est brillant, etc., mais
mais sa ligne politique est méprisable à ce niveau-là. Or, parce qu'elle conduit à vouloir détruire les seuls gens qui sont loyaux à la cause nationale. Je vais te donner un exemple. Pourquoi Jean-Marie Le Pen, qui est une personnalité pour laquelle j'ai aucune affection, mais pourquoi Jean-Marie Le Pen a survécu en 2007? Le bourgeois de PACA, dès qu'on lui a dit Karcher sur Mouloud, il a pris sa carte chez Sarkozy avant de dire ouf. Et puis après, il s'est retrouvé avec Kouchner. Tu as remarqué d'ailleurs que quand Kouchner arrive, Buisson ne démissionne pas. Ouais. On est d'accord. Bon. Or, alors que théoriquement, Kouchner, c'est l'abomination de la désolation. Bon, voilà. Donc, d'ailleurs, Kouchner, pour qui a lu La Familia Grande et ce qui est arrivé à son fils, Kouchner est l'abomination de la désolation. Mais le grand problème, tu vois, et cette bourgeoisie PACA très sociotienne a avalé ça tout rond, tu vois. Mais l'ouvrier du Nord, l'agriculteur, eux, ils ont voté Le Pen. Et c'est eux qui ont sauvé le Front National. Et c'est eux qui vont encore sauver Marine, pas parce qu'ils aiment les dynasties, parce que le Front National, avec tout ce qu'on peut détester chez les Penneleu, est encore le parti ouvrier. Et ça, parce que Zemmour n'a pas voulu de cet électorat-là. C'est une réalité. Donc, et là, attention, je te dis ça, moi, je n'ai pas donné de consigne de vote, je n'en donnerai pas. Moi-même, je ne suis pas sûr d'aller voter, je le dis sincèrement. Pareillement. Donc, si tu veux, je vous prends absolument pas parti. Moi, à titre personnel, j'ai jamais pris de risque pour Marine Le Pen, j'ai pris des risques pour Éric Zemmour. Et j'ai infiniment plus d'affection pour l'homme Éric Zemmour que pour la femme Marine Le Pen que j'ai côtoyée. Alors, infiniment plus. Mais l'analyse sociologique, elle est là, elle est raide. Pour l'instant, là, nous sommes le 16 janvier 2022, toujours daté ce qu'on dit. Pour l'instant, ce que j'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça, au mois de septembre, que je craignais justement ce scénario, c'est-à-dire l'immobilité de la classe ouvrière et tout le reste des indépendants de droite, tu vois, qui tournent autour de Zemmour. Donc, en fait, c'est un peu de l'ancien électorat, comment je vais te dire ça, de Madelin, un peu de l'ancien électorat de Villiers, chapeauté par les équipes de Maigret. Bon, est-ce que ça gagnera? Tout est possible. Les gens n'ont tellement rien à foutre. C'est déjà meilleur que l'équipe du Rassemblement national. Que les équipes. Ah bah, si tu veux, déjà parce que Eric est infiniment meilleur que Marine. Ça, je pense que personne, on peut ne pas aimer Zemmour, personne ne peut dire le contraire. Mais je pense, je ne suis pas sûr que ça suffise. En tout cas, face à Macron, je pense que Macron a mis en scène la campagne Zemmour. Pas du tout que Zemmour était dans le coup. Macron, il n'a pas besoin. Les journalistes comprennent ce qu'il veut tout de suite. Parce qu'il fallait réveiller la gauche Castor. En disant, vous voyez, la gauche Castor est dans un tel état. Qu'est-ce que tu entends par gauche Castor? La gauche Castor, la gauche qui fait barrage à. Ah, yes. Donc, c'est un terme de notre regrettée Coralie Delhomme. D'accord. Or, et c'est très vrai, tu vois, c'est la gauche, tu vois, ils ont un encéphalogramme totalement plat. Tu leur dis, ils ont besoin d'entendre pour construire un barrage. Ils ont besoin d'entendre des mots. Tu vois, déjà, Philippot les avait tellement dématés en 2017 que heureusement qu'elle s'est plantée au débat à l'autre. Parce que sinon, ça aurait été vraiment très serré. Elle était à 43 avant le débat. Ouais. Elle a perdu 20 000 voix la minute. Non, mais en même temps, c'était juste ridicule. Alors, le problème, si tu veux, c'est que Zemmour, là, la gauche Castor, elle a entendu. Il va mettre Mokhtar à la mer, le maréchal Moustache, ça y est, tu vois. Non, mais c'est une gauche qui ne réagit qu'à deux trucs, le racisme et la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que c'est une gauche réactionnaire. Tu vois, si tu veux, ils sont... ah oui, non, il a Pétain. Alors là, maintenant, ils lui foutent sur le dos aussi Dreyfus. Chez les enfants, on ne va pas tous les faire quand même. Et tu vois, cette gauche-là,
Macron les a réveillés pour être sûr que ce soit ses forces d'appoint. Manque de bol. Maintenant qu'ils sont réveillés, ils seront forces d'appoint, ils ne sont pas capables d'être autre chose. Mais ils peuvent être aussi les forces d'appoint de Pécresse si c'est Pécresse face à Zemmour ou face à Le Pen. Maintenant qu'ils sont réveillés, maintenant il faut qu'ils fassent barrage. Hein, tu sais, c'est comme le castor, quand il a du bois et de la boue qu'il prend avec sa petite queue pour faire le barrage, bah, il faut qu'il fasse le barrage. Donc, si tu veux, mais Macron les a réveillés, il a très bien joué là-dessus, il gouverne mal, mais se défend bien. Or, je pense que Éric clive, et clive pas comme Florian faisait cliver Marine. Parce que c'est Florian qui faisait cliver Marine, c'est pas Marine qui clive tout seul, il ne comprend pas les dossiers. Donc, parce que derrière, tu avais une vision, tu avais du fond. Là aussi, tu as du fond, mais tu vois, ce n'est pas la même chose de cliver sur. Regardez, quand on inverse le rapport capital-travail grâce à la liberté, eh ben, regardez ce qu'a fait Boris Johnson pour la condition ouvrière britannique. Là, tu clives vraiment, hein, parce que tu te prends le patronat français droit dans la gueule. Parce que le patronat français, il veut tout, sauf vivre ce que Johnson fait vivre au patronat britannique. Tout sauf 2 hausses du SMIC en 1 an et les immigrés dehors. Tout sauf ça. Et en plus, produire local britannique. Non, non, au point trop d'en faut. Ça, tu peux cliver là-dessus, ou alors tu peux dire, et au fait, moi j'aime bien le maréchal moustache. Et tu vois, c'est du clive. Là, d'un côté tu clives, de l'autre côté tu clashes, pour parler comme les voyous. Tu vois. Et alors le problème, c'est est-ce que Zemmour est clivant ou est-ce que Zemmour est clashant? C'est pas tout à fait le même tarif. Or, le problème, c'est que je pense qu'il s'est habitué à faire des clashs parce qu'il est très très doué. Et on était tous très heureux de le voir le faire. Donc faut pas cracher dans la soupe. Or, le problème, c'est qu'en élection, ça peut se retourner contre lui. Justement parce qu'il clash sur des points. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Il clash sur des points, par exemple, sur des points qui ravivent des trucs épidermiques chez les gens et qui les neutralisent cérébralement. Ouais, tu vois, quand tu parles de la guerre d'Algérie, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Ça, c'est un débat que tu peux avoir entre les élections et que tu dois avoir, mais pas pendant l'élection. Or, je pense que face à Macron, face à Pécresse, il serait en position de faiblesse. Marine, elle est la femme grise. Le problème de Marine, c'est que tout le monde s'en fout. Donc, si Dieu, même les siens. Hein. Or, le problème de Marine, c'est qu'elle peut être propulsée au 2e tour, mais alors si elle est en face de Pécresse, c'est rétamé, elle est rétamée, mais Macron est tellement haï. Et deuxièmement, comme tu le vois, Emmanuel Macron est quand même de moins en moins maître de lui. On va pas me dire, tu vois, on va pas me dire que le petit s'appartient complètement. Tu vois. Après, j'ai quand même un peu de mal à penser qu'il se laisse aller. Non, mais attention, les vannes, l'insulte, elle est politiquement calibrée pour dire aux vieux terrifiés de chez Pécresse, parce que n'oublie pas que Macron veut les vieux. Bah oui, Or, l'électorat le plus âgé de France, c'est l'électorat des Républicains. Donc là, il leur dit, vous inquiétez pas, moi, je continue à taper du prolo, ce que Soupline ne fera pas, parce qu'elle est trop lâche. Alors que moi, les prolos, tu vois, pour parler comme du temps des colonies, moi, j'ai la chicotte. Hein. Bon. Donc, j'ai la chicotte à prolo. Or, par contre, le problème de Macron, c'est qu'il apparaît dans ses comportements et dans sa gestuelle, surtout, de plus en plus comme un dératé. Ça se voit qu'il y a un problème, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être son spray multivitaminé, c'est une petite dose de mégalomanie 2000. De mégalomanie, il a peut-être fait un pèlerinage chez le professeur Escobar, j'en sais rien, moi. Mais, mais tu comprends, moi, je le vois chez des gens de la moyenne bourgeoisie, commence à leur faire peur. Et puis en plus, maintenant, ils rajoutent des trucs que même eux qui sont habitués à obéir, ah ouais, le vaccin, 4 doses par an. Mais le tétanos, Lucette, c'était quoi ça? Ah, c'est tous les 10 ans le tétanos. 4 fois par an. Oh, ouais. Bah après, là, tu vois, non mais tu comprends, il apparaît comme anxiogène. Et c'est pour ça d'ailleurs que… Après, les rappels,
les rappels trimestriels, c'est Hmm. pas forcément une décision macroniste, hein. Ça a été pris à peu près pareil dans Je tous suis les d'accord. gouvernements. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est sur la demande des fabricants. Mais le problème, c'est que mets-toi dans la tête du camarade, enfin mets-toi dans la tête du gars qui prend ça par Castex à 20h. Lui, il pense que c'est une décision gouvernementale. Ah bah oui, ah oui, non, mais clair et net. Tu vois, mais tu vois, et après, tu vois, il se pose des questions parce que moi, tu vois, Il a le droit de je se le vois poser des partout. questions, vu comment il se Tu fait vois, prendre pour un con. et puis surtout, à un moment, on lui dit bah, et ma vie d'avant, ah, ta vie d'avant, La vie d'avant. non, non, Hashtag tu la vois, vie d'avant. tu vois, ma vie d'avant, bah, ta vie d'avant, non. Non. Oui, mais dans combien de temps, dans combien de doses? Ah, mais jamais. Bon, ok. Là, tu Bah, vois, disons que si on tu, sort un petit peu du prisme politique, ce que tu- tu comprends? d'après le courant scientifique, on en a pour quelques années, hein, les doses trimestrielles. C'est pas tout de suite, hein. Bah oui, mais tu as dit à des gens qu'ils allaient retrouver leur vie, et là, tu vois, tu as 650 000 personnes qui se sont retrouvées double vaccinées à statut de non vaccinés. Ils ont été, d'ailleurs, c'est le terme officiel, déconnectés. Bon, bah, ça leur fait drôle quand même. Tu comprends? Or, le souci, c'est que Macron apparaît un peu quand même comme un mec qui s'appartient plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as eu cette poussée quand même de l'électorat bourgeois vers Soupline. Parce que Soupline, elle est comme nous. C'est, tu vois, elle est pas plus gris que le papier peint. Mm. Tu vois, si tu veux, elle est comme nous. Elle sera, c'est une chiracienne. Elle sera immobile. Elle n'est pas dangereuse. Lui, on commence à se poser des questions quand même. Or, tu vois, le problème, c'est le second tour Marine-Macron, qui est toujours possible, qui est d'ailleurs pour l'instant quand même une des possibilités principales. Euh, Comme Marine a renoncé à tout, n'est plus rien, etc., pour moi, elle ne peut pas être élue parce que justement, personne n'ira voter pour elle de son camp au second tour. Ils n'en feront pas une affaire même d'honneur. Mais le problème, c'est qu'une part de l'électorat peut se dire bah, Le Pen version Canada Dry, c'est toujours mieux que le petit excité parce que justement, il a cristallisé une haine personnelle tellement lourde. Mm. C'est pas totalement impossible. Moi, je l'exclus, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que ce n'est pas totalement impossible. Or, c'est statistiquement une hypothèse faible. Donc, voilà grosso modo où on en est. Et tu as toute la galaxie souverainiste, donc Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, qui peuvent arriver à se présenter, je l'espère d'ailleurs, à avoir leur parrainage. L'épreuve des parrainages va être très raide. Hein. N'oublie pas que maintenant, ils sont totalement publics. Hein. Ah oui, oui, Euh, oui, certes. et ça a rendu la collecte infiniment plus compliquée. Philippot peut faire valider sa ligne. Je rappelle que personne ne l'attendait à près de 8% au régional. Allez, dans le Grand Est, il a fait 8%. Le Mm. seuil des élus est à 10. Hein. Or, personne ne l'attendait à ce niveau-là. Hein. Le, Tu as ça. Tu as, Asselineau, il peut y aller, mais je ne suis pas certain qu'il ait la dynamique militante pour tenir. Et NDA, il a une dynamique d'élu, mais il n'a plus d'appareil. Or, si cela avait été possible, mais ce n'est pas le choix qu'ont fait les cafés d'état-major de Zemmour, ça aurait été de faire une candidature unitaire à partir de tout ça. Et là, Zemmour ne serait pas derrière Marine Le Pen, il serait structurellement devant. Mm. Mais il a fait un tout autre choix qui, je pense, va arriver à consolider pour ce coup-là Marine Le Pen, ce qui n'empêchera pas le Front National, pour des raisons, à mon avis, financières et judiciaires, de plonger à terme. Mm. Donc voilà, grosso modo, le panorama des droites. Ok. Alors, ensuite, j'aurais aimé t'avoir un petit peu sur l'Union européenne. Donc, on sait que dans le camp souverainiste, souvent, l'Union européenne est conçue et perçue comme le premier frein à la souveraineté des nations. Mmh. Là-dessus, j'aurais aimé que tu me dises comment les différentes instances, disons, relatives à l'Union européenne brident les nations dans leur souveraineté. Alors ça, c'est assez simple.
théoriquement, euh, tu avais une organisation relative aux États, enfin qui représente les États, c'est le Conseil. Mm. Le problème, c'est que ce qu'on ne te dit pas, c'est que les textes du Conseil sont préparés par la Commission, qui a le monopole d'initiative. Donc les États, en réalité, ils votent sur des choses qui sont faites par les européistes pur sucre. Les disciples de Jean Monnet. Tu vois, la Commission est à la fois juge de ses matières et de ses compétences. C'est-à-dire qu'en plus de t'attaquer sur le fond, elle dit oui, mais pour faire ça, j'ai besoin de ça. Tiens, maintenant, un tien vaut mieux que Dieu, tu me le passes. Et tant qu'il y en a pour deux, il y en a pour moi. Et elle est secondée en cela par la CJUE, qui, elle, a pour but d'avoir, et c'est dans les traités, l'union toujours plus étroite, c'est-à-dire, c'est écrit dans les traités, la méthode de lecture des traités, c'est tout ce qui est à l'Europe est à l'Europe, tout ce qui est au peuple est négociable et doit être, évidemment, à la fin, effacé. Parce que plus il y a d'Europe, moins il y a de nations, c'est logique. Donc, tu vois, après, en plus, tu as les organes spécialisés de la Commission, qui sont alors des comités Théodule, en vois-tu, en voilà, mais qui sont souvent les interfaces entre l'UE et les lobbies. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que l'UE, ce n'est pas uniquement un parasite qui détruit le corps sain des peuples. C'est aussi le guichet unique des multinationales. Donc, si tu veux, ce n'est pas uniquement un parasite qui te pompe le sang, tu vois, c'est une sangsue sur laquelle est greffée une tique, tu vois, et donc toi, tu nourris et la sangsue et la tique qui est dessus, tu vois. Okay. Donc, et si tu veux survivre à terme, bah, tu dois, percer la tique, et deux, cramer. Non, on n'arrache pas une sangsue, on la crame. Okay. C'est pour ça qu'au Vietnam, tout le monde fumait, et en Algérie aussi, mais pour en Algérie pour d'autres raisons, mais si, en Algérie, c'est en partie lié aux bestioles. Mais au Vietnam, tous les GI étaient recommandés de fumer parce que quand une sangsue t'attaque, il faut la brûler pour qu'elle lâche prise. Okay. Donc, et là, il faut la cramer parce que c'est elle ou toi. Et d'ailleurs, elle te le dit. C'est pas comme si, tu vois, les mecs te disent il y a complot, il n'y a pas complot. Quand Juncker dit il n'y a pas de démocratie contre moi, j'ai pas rêvé, il l'a dit, l'alcoolo. Oui ou non? Non, mais il l'a dit, j'y sais. Mais Thierry Breton vient de te le dire. Thierry Breton, il n'a pas de problème de boisson, que je sache. Et du coup, tu penses quoi un petit peu des problèmes qu'il y a eu en interne avec la CEDH? Tu sais, un petit peu tous les délires de conflit d'intérêts. Tu remarqueras que tout le monde s'en fout. Hein. Bah, j'ai vu que oui, ça intéressait pas grand monde. C'est comme l'affaire Assange, bizarrement. C'est un gros truc et personne n'en parle. Tu vois, par exemple, moi, si tu veux, on va pas m'emmerder. Quand j'étais au Parlement européen, c'est mes services qui ont dirigé un des rapports contre Soros. Ok. Bon, Soros à la CEDH, il est chez lui. Mais il faut que tu saches, tu vois, par exemple, l'affaire des migrants allemands. On a dit c'est Soros qui a fait venir. C'est pas du tout vrai, ça. Ça, c'est des conneries de gens qui veulent toujours protéger les intérêts allemands, charger Soros, parce que pour eux, comme ils sont d'extrême droite, Soros est juif, comme ça, si tu veux, Non, l'Open Society a été, c'est simple, Merkel voulait les migrants, elle a demandé à Soros, au fait, vous, la déstabilisation, c'est votre boulot. Bah, je veux que vous soyez prestataire de service. Tu vois et l'Open Society a été la prestataire du gouvernement allemand sur des volontés du gouvernement allemand. Alors, je n'essaye pas du tout de disculper l'Open Society. Moi, j'ai été en face de l'Open Society. Oui, mais après, donc, mais par contre, à un moment, il faut arrêter. Moi, si tu veux, tous les jours, je me bénis de ne pas avoir été socialisé ni dans la droite ni dans l'extrême droite parce que je n'en ai pas les obsessions. À un moment, tu vois, il faut dire bêtement la vérité bête et tristement la vérité triste. La vérité, c'est que l'Europe, c'est trois choses. C'est un poulpe bureaucratique qui entend faire naître une nouvelle forme politique qui est la gouvernance supranationale, qui est l'antithèse des États, des nations, de l'ordre westphalien qui a apporté l'équilibre et la paix et qui est l'antithèse de la démocratie. C'est un guichet unique de multinationales et c'est
réceptacle des impérialismes croisés américains et allemands. Voilà ce qu'est l'Union européenne. Ni plus, ni moins. L'axe américano-germanique. Mais excuse-moi, comme tous les grands gaullistes l'ont écrit dès les années 70. Hein. Non, non, mais Donc, tu vois, quand Sanguinetti écrit l'Empire germano-américain, il n'y a pas dans J'ai mal à ma peau de gaulliste, ouvrage que j'espère faire rééditer tellement c'est un bréviaire politique pour les jeunes générations, il n'y a rien à jeter. D'ailleurs, rien à jeter. En parlant de ça, toi, bon, je pense que tu es un des créateurs sur YouTube qu'on peut le plus qualifier de gaulliste, un vrai gaulard. Donc, du coup, pour toi, est-ce que on pourrait, de manière assez simple et brève, rappeler quelle était la vision de Gaulle pour l'Europe? Alors, c'est très simple. De Gaulle voulait que l'équilibre incarné par la France, puisque la France a été de l'Europe des six l'État le plus puissant, permette d'éviter le fédérateur extérieur, c'est-à-dire permettre que les Jeux européens soient faits par des Européens. Européens étant chez De Gaulle matinée évidemment d'unité chrétienne, vu que c'est un grand croyant. Tu vois, moi, j'emploie pas le terme européen. Pour moi, européen, c'est un terme géographique, point. Tu vois, je n'y mets aucune charge émotionnelle, je n'y mets aucune charge affective. On est parfaitement. Mais pour De Gaulle, il y a l'aspect chrétien qui est primordial. C'est un homme de foi, le général. Hein. C'est un homme pieux. Ah oui, bien sûr. Et pour lui, la France devait avoir une influence bienveillante pour permettre la renaissance des patries blessées par la guerre. C'est pour ça que c'est nous qui avons aidé la diplomatie allemande à renaître pour effacer les plaies. On en a été bien remerciés. On a fait la même chose avec les Rital. Or, le problème, contre lesquels je n'ai rien. Hein. Moi, j'ai une grande affection pour l'Italie. Je dis juste que chacun chez soi et les microbes seront bien gardés. Or, tu comprends dis, pardon, excuse-moi. Oui. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Tu vois, c'est pour le général, et De Gaulle n'a pas compris, je pense profondément, qu'en réalité, De Gaulle il a fait tellement peu d'erreurs qu'on peut au moins on peut lui pardonner celle-là. C'est un homme qui a compris, je pense, trop tard que le jeu américain, mais il l'a compris. Lui, il a compris. 90% de la droite française n'a toujours pas pigé ça. Que le jeu américain ne passe pas par Londres. Il passe depuis les années 1880. Annie Lacroix-Riz a fait des études définitives là-dessus. Par Berlin. Parce qu'en réalité, l'Amérique ne veut pas l'alliance avec l'Angleterre, elle veut la vassalisation de l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que l'Amérique se crée par haine de l'Angleterre. Tu n'as pas eu peur que le Brexit, justement, favorise cette vassalisation quelque part? Ah non, au contraire. Au contraire. Maintenant, tout simplement parce qu'avant, c'est très simple, les Américains s'entendaient avec les Boches et faisaient plier les Britanniques. Margaret Thatcher s'en plaignait déjà. Et alors que là, les Américains sont obligés de prendre les volontés des Britanniques, ce qui, crois-moi, n'était plus le cas. Quand tu vois le degré de servilité de quelqu'un qui est certainement l'être le plus méprisable que l'Angleterre ait créé depuis Lord Halifax, qui est Anthony Blair. Tony Blair. Donc, Anthony Blair. J'ai toujours appelé Tony Blair. Non, c'est un diminutif, c'est comme Bill Clinton, en fait, il s'appelle William Clinton. Ah, oui, okay. Mais Anthony Blair, qui est certainement, oui, en plus, comme il vieillit, il ressemble de plus en plus à ce qu'il est, et c'est un être infect. C'est un mec qui a fait mentir la reine, qui a fait bugger la plus ancienne constitution démocratique d'Europe, qui est la constitution britannique, qui est une constitution qu'on appelle matérielle, vu que non écrite. Il a été le fossoyeur de l'armée britannique, qui était l'une des plus grandes armées au monde. Une des deux seules en Europe avec la France. Hein. Avec la France, et dont le cimetière a été vraiment Bassora. Non, si tu veux, Anthony Blair, si tu veux, sa place dans un tribunal. Hein. Or,
le degré de vassalité de Tony Blair vis-à-vis des Américains était à la limite du gênant. Boris Johnson, pas du tout. Pour te dire, quelques jours avant le Brexit, et Barack Obama, qui est un homme intelligent, avait prévenu Cameron que c'était une opération foireuse. Cameron demande à Obama, supplie Obama de venir menacer le peuple britannique sur son sol. Est-ce que tu vois le degré d'abjection qu'il faut? Alors, David Cameron, lui, n'est pas un être maléfique. C'est juste ce qu'on appelle dans le jargon militaire une merde humaine. Or, c'est un tout petit mec. Or, Obama, évidemment, vient menacer les Britanniques, mais le peuple anglais, tu ne le menaces pas sur son sol. Donc, je remercie d'ailleurs Barack Obama d'avoir fait cette stupidité qui nous a fait encore gagner 2 points. Or, tu te rends compte ce qu'il faut être humainement pour demander à un étranger de venir menacer les tiens chez toi. Enfin, comme dirait l'autre, même les koalas hésitent à faire ça. Or, au-delà de ça, il y a une extraterritorialité de la gouvernance américaine qui est très prévalente. Qui est intrinsèque depuis la guerre froide. Mais par contre, c'est impensable aujourd'hui. Tu vois, si Joe Biden, que les mauvaises langues appellent Bob l'éponge, c'est vraiment pas sympa, les mecs. Non, c'est vraiment pas sympa. C'est pas gentil, vraiment. Je ne cautionne pas, je m'élève contre. Or, si Joe Biden se pointe aux États-Unis pour menacer le peuple anglais, il va être reçu. Donc, tout président des États-Unis qu'il est. Donc, tu vois, non, la seule peur qu'il y avait à avoir par rapport au Brexit, et elle s'est vérifiée, c'est que le reste du continent accepte d'être écrasé par l'Allemagne. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais là, ce n'est pas la faute des Britanniques. Tu ne peux pas en vouloir à un peuple de dire je vais renoncer à ma liberté pour vous donner le courage que vous n'avez pas. Excuse-moi, à un moment, mort au vaincu. Tu n'as pas le courage de te battre pour ta liberté, bah, écoute, si les chaînes te conviennent, bah, garde-les. Tu veux que je te dise. Tu sais, c'est comment être esclave, c'est pas tant se faire enchaîner, c'est s'acquitter de ses chaînes. Oui, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Ah bah c'est Nietzsche. Or, mais non, mais c'est très vrai. Et c'est très bien de le rappeler. Le souci, c'est que à la fin, tu commences à croire que tu dois abandonner la vie saine des peuples pour faire vivre une chimère qui, au sens strict, est un Frankenstein qui a raté. Tu vois, la beauté du Frankenstein de Shelley, de Marie Shelley, c'est des bouts de cadavres à qui tu arrives à donner une âme. C'est ça, Frankenstein. Tu vois, et c'est d'ailleurs un personnage très beau. Tu vois, en plus, quand tu l'as vu au cinéma, donc interprété par Robert De Niro, hein, c'est colossal, tu vois. Mais l'Union européenne, tu peux mettre tous les morceaux de nations que tu as pris sur des nations vivantes, tu vois. Donc, tu as tué des gens pour prendre des bouts de cadavres. Il n'y aura pas d'âme, il n'y en aura jamais. Ça n'a pas marché. À un moment, tu sais, je pense qu'il faut éviter. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était gamin, tu avais un dessin animé que d'ailleurs ma fille adore, qui s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, tout à fait. Tu sais, et à un moment, il faut éviter de vivre, tu vois, faut éviter de vivre comme le savant fou, tu sais, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui a des tas de trucs dans des bocaux. Ouais. Et ben, tu vois, l'Union européenne, c'est ça. C'est des bouts de cadavres qu'on a laissés dans le formol pendant 20 ans. Il est peut-être temps de vider le frigo. Tu vois, c'est terminé. Ça a été une expérience politique qui a été un échec complet, qui a fait perdre 50 ans, ce qui est énorme, à des nations en déclin, en vieillissement démographique. C'est pour ça que les 50 ans sont énormes. Tu vois, pendant la guerre de 100 ans, où la France avait une population de moyen âge de 16 ans ou de 20 ans, tu peux te permettre de perdre 50 ans, ça, c'est pas grave. Tu vois, pour des peuples vieillissants, perdre 50 ans, c'est énorme. Et ça a été un échec. Les Américains ont utilisé ce truc pour nous arrimer les uns aux autres. C'est le fameux stratagème des chaînes, donc François Asselineau parle très bien. Et les Américains ont gagné, gloire à eux, parce que c'est quand même tu sais, faire
un siècle d'opérations extérieures pour arriver à ces résultats-là, dans l'histoire des services secrets mondiaux, personne n'est arrivé à faire un coup comme celui-là. Donc, Jean Monnet, ils ont trouvé l'homme idoine, etc. Bon, vraiment, c'est du bel ouvrage. Tu Non, vois, c'est propre. Hein. Dieu, Mais c'est nous qui l'avons dans le cul au final. et je le dis d'autant plus que ça a été fait contre nous. Maintenant, je pense que la partie qui veut vivre et qui réfléchit de l'Amérique se rend compte de l'énormité de leur erreur. C'est que les Européens étaient peut-être des vassaux, mais c'était aussi peut-être des alliés potentiels. Et maintenant que l'Amérique est faible, tu sais, quand tu es un empire, tout le monde est un vassal pour toi. Quand tu es en position impériale, tu ne connais que les laquais. Quand tu redeviens une nation comme les autres, bah, tu demandes à avoir des alliés. Et Donald Trump a été, depuis Richard Nixon, le premier président des États-Unis à se rendre compte que l'Amérique avait volontairement affaibli ses alliés. Et c'est pour ça que Donald Trump voulait aider le Brexit et voulait flinguer l'Union européenne. Parce qu'il s'est dit, dans le monde de demain, l'Amérique ne pourra plus être seule. Oui, puis il fallait reprendre la ligne de Clinton. Hein. C'est les démocrates, c'est la ligne classique. Mais si tu veux, nous avons raté le coche Donald Trump. Parce que d'avoir un président des États-Unis, le premier depuis Richard Nixon, à être rationnel. Alors je sais qu'il est mal coiffé, il attrape les nanas, il est vulgaire, je sais tout ça. Mais d'un point de vue géopolitique, cet homme n'a pas fait de guerre et il n'a pas fait de guerre alors qu'il avait les moyens de les faire. Là, si Biden ne les fait pas, c'est qu'il a plus les moyens. Ouais. C'est différent. Parce que Donald Trump a pensé que l'Amérique, que tu vois, c'est la grande alternative américaine. Vivre en tant que nation, périr comme empire. Le problème, c'est qu'entre le prix de ça, c'est la renonciation à la destinée manifeste. La renonciation à être le peuple élu du Second Testament. C'est un comble pour une nation aussi chrétienne. Bah, si tu veux, c'est dans leur code, si tu veux, c'est le socle de l'unité intellectuelle et morale des Américains. Le problème, c'est que beaucoup d'Américains sont fatigués de ça. Pourquoi on a envoyé les boys dans des endroits qu'on ne connaît pas, ils nous sont revenus dans des sacs à viande froide? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tu vois, pourquoi l'Amérique a un réseau de canalisation d'eau dont plus de 80% à l'élection de Donald Trump datait de la guerre de sécession? Pourquoi on n'a pas d'argent pour faire ça, alors qu'on a de l'argent pour balancer des mini-nukes qui éventrent des montagnes sur des éleveurs de chèvres en Afghanistan, alors que 60% au moins des Américains ne sauraient pas foutre l'Afghanistan sur une carte? Donc, après, juste un hélicoptère au-dessus de Bagdad, ça suffit, pas besoin d'aller. Tu vois, et nous, on a raté ce coche-là pour sauver l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est un cancer. Le cancer dont tout passe par l'Union européenne, le wokisme, le machin, le truc, tout. Et malheureusement, comment dire, elle va... Là, en plus, elle a compris, parce que les vagues populistes ont ouvert les yeux des eurocrates. Moi, j'y étais pendant ces années-là. Les eurocrates ont compris que c'était les peuples ou eux. Et ça, ils l'ont très bien compris. Ils n'ont pas compris grand-chose au film, mais ça, ils l'ont pigé. Donc, non, on ne se rend pas compte de ce qui va arriver. Et malheureusement, on a loupé l'atterrissage en douceur qu'on pouvait avoir. Maintenant, ça va être beaucoup plus brinque-ballant. Ok, alors, j'aurais aimé finir sur une question qui est à fond dans l'actualité et surtout pour toi, vu que tu es souvent en manif. La stratégie du pass sanitaire, même si elle a l'air de relativement fonctionner, bon, elle est liberticide, c'est clair et net. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Pourtant, je suis vacciné, on va dire que je suis plutôt dans la doxa à ce niveau-là. Hein. Et
Par contre, je pense que Fais ce c'est... que tu veux. Ouais, bah oui, exactement. Non, mais voilà, c'est Non, mais voilà. Mais après, il y a quand même un gros problème, je pense. Personnellement, je pense que c'est la pédagogie qui aurait dû régler ça, tout simplement. On n'a pas à forcer les gens ou en faire des espèces de sous-citoyens. Mhm, Mais il y a un problème, c'est que il y a plus de confiance envers les instances mhm. et enfin les instances nationales. Et donc, du coup, on peut pas faire de pédagogie en fait parce que si tu n'as pas confiance en ton prof, tu vas pas l'écouter, quoi. Alors, c'est quelque chose de basique. Alors, selon toi, quelle aurait été la strate la plus judicieuse pour réussir à faire en sorte que les gens suivent le consensus médical, mais sans Ah bah, alors déjà, premièrement, je ne suis pas certain qu'il y ait un consensus médical. Le problème, alors si tu veux, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on a défini le consensus médical en disant déjà, il y a une catégorie de gens qu'on ne veut pas entendre. Bon. Donc ça, moi, j'appelle pas ça un consensus. Après, le consensus dit Tu pas vois. ça. En soi, ça, Le, c'est un avis politique. bah, je vais te donner un exemple. Ouais. Le, le consensus médical sur 25 siècles, c'est de dire que quand quelqu'un est malade, on le soigne, et quand on ne connaît pas une maladie, on le soigne tous azimuts. On l'a toujours fait, ça. Toujours. Et on l'a toujours fait en médecine observationnelle. C'est-à-dire, tu es face à un patient, il a une pathologie que tu ne connais pas. On va d'abord, comme il n'y a pas de fixation de la doctrine, on va essayer des choses dans l'intérêt du patient et on va, ce qu'on appelle, l'observer au long cours, donc ce que les anglo-saxons appellent monitorer. Et ça, par exemple, on l'a interdit, ça. On l'a interdit. On a imposé des médicaments dont on savait qu'ils étaient soit un peu inefficaces, ce qui était le cas du Doliprane. Doliprane n'a pas une efficacité particulière sur ce type de choses. Il a en plus des effets secondaires légers, parfois toxiques pour le foie. Oui, oui, le Et malheureusement, paracétamol est légèrement tu vois, toxique au niveau hépatique. et après, alors je mets de côté quelque chose qu'on a oublié, qui est le Redemsivir. Là, pour le coup, même pas quelque chose qui ne marche pas, et qui est assurément toxique. Bon, pas grave, on l'a oublié, ça, c'est pas grave. Hmm. Ce qui veut dire quand même qu'on a traité des patients et qu'on les a mis en danger et qu'il y a quelque chose de dangereux et qu'on en a nécessairement tué. Ah, mais oui, non, mais oui, oui, mais ça arrivait dans Bon, l'histoire. voilà. C'est Donc, pas si tu veux, avec un produit qu'on savait inefficace et qu'on savait dangereux. Parce que je rappelle qu'on l'a déjà utilisé dans 2 pathologies où il a eu les mêmes effets. Ouais, mais après, ouais, Donc, je te laisse tu continuer. vois, donc, si tu veux, ça fait 25 siècles qu'on dit, écoutez, il faut traiter les malades et ça, c'est la charge du médecin. Moi, si tu veux, je ne suis pas pour un tel, contre un tel, etc. J'en ai rien à foutre. J'aurais voulu qu'on laisse les médecins faire parce que l'armée qui gère notre tactique de terrain en épidémiologie, c'est la médecine générale. C'est les médecins de terrain. Ils connaissent leurs patients. Or, et c'est là où on a vu des tas de gens qui sont des scientifiques de tableau noir, qui ne bitent rien à la médecine. Tu vois, des physiciens, des gens, tu vois, tu ne sauves pas une courbe sur un tableau. Tu sauves un mec dans tes bras. Tu vois. Moi, j'ai vu mon père sauver des gens. La médecine, c'est une pratique. Il y a des choses qui marchent sur un mec, il y a des choses qui ne marcheront pas sur un autre. Hmm. Il y a des choses qui marchent parce que le médecin est bon, il y a des choses qui marchent parce que le médecin ne fait pas le bon geste au moment qui sauve le malade. Et donc, tu vois, on a débranché ces mecs-là, on a fait gérer ça par des administratifs, Hmm. dont ce n'est pas le métier. On a en plus dit, on est en guerre, on est en guerre. Les médecins sont pas. Tu n'es pas en guerre contre le virus. Le virus fait partie de l'environnement dans lequel l'humain vit depuis Hmm. toujours. Mais j'ai l'impression qu'on mélange quand même toujours un peu le politique là, du coup. En soi, la question c'est est-ce que la vaccination est une stratégie efficace? Si oui, comment l'appliquer? Est-elle dangereuse? Est-ce qu'on peut avoir confiance en cette méthode? Et après, Moi, à titre personnel, je te réponds,
ça dépend déjà. Et surtout, la question, c'est comment faire pour éthiquement appliquer cette mesure sans forcer les gens. Eh ben justement, scientifiquement, déjà, il faut débuter par les conclusions de la science et pas de la science de l'époque de Pasteur. Pasteur est un grand génie, le problème n'est pas là, mais c'est un grand génie qui a plus mal aux dents depuis un moment. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Parce qu'il est raide et froid Oui, raide, depuis… froid. Bon, d'accord. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aux étudiants en médecine? On leur apprend quelque chose qui est très vrai. Êtes-vous pour les vaccins? Oui, vous avez tort. Êtes-vous contre les vaccins? Oui, vous avez tort. Dans les deux cas, vous avez tort. C'est vaccin contre quoi? Vaccin sur qui? Or, c'est ça la démarche scientifique. Tu ne traites pas des enfants comme tu traites des vieillards. C'est dans une maladie qui segmente la population. C'est une maladie qui tue des gens en moyenne de 83 à 85 ans, quel que soit le variant. Or, le problème… Pour l'instant. Oui, mais quand tu fais un vaccin, on est d'accord que tu fais un vaccin pour une maladie qui est là, pas pour une maladie qui va arriver. On est d'accord. Bon, on est d'accord. Bon. Donc, tu vaccines des populations à risque. Ça m'apparaît le bon sens que ces populations-là, grands obèses, diabétiques, personnes très âgées, soient vaccinées parce que là, elles ont, et là encore, elles doivent le voir avec leur médecin, elles prennent leurs propres risques. Mais aussi parce qu'il y a des gens qui ont par exemple des palpitants très très fragiles et que le médecin ne peut pas leur jurer ouais, enfin, s'il y a un pépin, le vaccin peut aussi vous en donner un. Tu sais, tu as des gens… c'est ça, justement, en fait, c'est pour ça vois, l'importance de la couverture vaccinale en soi. Parce qu'il y a des gens trop faibles pour se vacciner. Attends. Oui, mais attends. Le problème, si tu veux, c'est que c'est pas, si tu veux, comme les vaccinés peuvent être tout aussi émetteurs et tout aussi dangereux, voire même plus dangereux. Il y a des débats, mais oui, je te l'accorde. Voilà, voire même plus dangereux, je vais te dire pourquoi, parce que comme ils arrivent en te disant qu'ils sont vaccinés, toi, tu as le réflexe de ne pas t'en méfier. Ah oui, et donc, si tu veux, d'éviter, ce qui est le cas de tous les virus respiratoires, tu as tendance à être plus tactile. Or, un virus respiratoire, contrairement à l'image d'Épinal qu'on a, et qui a même été faite dans un petit dessin animé extraordinaire qui s'appelait « Il était une fois la vie », ils n'entrent pas par le nez, ils entrent par les mains. Ça, c'est des virus que tu as en touchant. Donc, Madeleine, je travaille, j'ai presque fini. Donc, si tu veux, l'erreur que nous faisons, c'est, au lieu de faire des actions ciblées sur des populations, on a traité les populations générales et donc, on a multiplié les risques annexes de la population générale. Et qui sont des risques, pardonne-moi, et là, tu peux être en désaccord, je vais te choquer, mais… Oh, il n'y a rien qui me choque. Mais moi, si tu veux, quand tu doubles le risque de suicide chez des gamins, c'est beaucoup plus grave que de perdre des gens de 90 ans. Moi, un gamin de 12 ans qui se balance par une fenêtre, en termes d'espérance de vie détruite, je te rappelle que, si tu veux, sur les morts en France, tu en avais plus de 60% qui n'avaient pas 6 mois de vie devant. Ce qui est très triste, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand tu meurs à 90 ans, quand tu meurs à 12 ans, ce n'est pas le même choc. Ah, mais là, on remarque par exemple que dans les salles de réa, les âges baissent et qu'on a de plus en plus de personnes non vaccinées. Alors, si tu veux, attention avec ça, parce que ça, si tu veux, on a, des remontées de terrain qui ne sont pas les mêmes. Deux, on a dit ça pendant tous les variants. On a dit ça pour Delta, on a dit ça pour Marseille 4. Et à la fin des fins, quand on a, comme disait Philippe de Villiers, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, quand on a recompté, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette. Donc, moi, si tu veux, ce que je dis, c'est que, justement, on aurait laissé les médecins faire depuis le début, parce que les médecins ont la confiance de leurs patients. On n'aurait pas remplacé ça par un appareil administratif qui est le même qui a liquidé des lits d'hosto. Donc, qui a perdu la confiance de la population bien avant. Totalement bien avant.
Donc, résultat, les mêmes mecs qui t'ont fermé des services entiers de réa pendant des années pour obéir au GOPÉ, souvent. Je rappelle quand même que l'Union européenne a demandé en 15 ans 43 fois à la France de baisser ses dépenses de santé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, quand tu baisses tes dépenses de santé dans une population qui vieillit et qui donc est de plus en plus dépendante, ça veut dire que tu abaisses l'offre de soins. Ouais, Point. Tu vois, quand à un tu moment, vois il les cas. faut arrêter de déconner. Or, le problème, si tu veux, c'est que cet appareil médico-administratif, vu que c'est les ARS et les amis de M. Juppé, c'est ce qu'on appelle la technocratie de la médecine. Alors en plus, ils viennent même plus, c'est même plus des énarques maintenant, ils font une école à part qui est l'école de la sécurité sociale, enfin bon, peu importe. Mais tu vois, c'est vraiment c'est vraiment le poulet de batterie. Or, cette technostructure médicale, elle avait perdu les populations bien avant le Covid. Ce qui nous a choqués, toi comme moi, c'est qu'on l'a vu. Moi, je m'en doutais parce que j'appartiens par ma famille au système médical. Je m'en doutais. Je n'imaginais pas que c'était déjà à ce point-là, je dois le dire. Et donc, on a retiré les gens à qui les populations font confiance, qui est le médecin traitant. Celui qui connaît ton dossier médical, qui connaît ta balance bénéfice-risque et qui peut te dire, entre quatre yeux, à ta place, je ferai ça. Ensuite, et ça, tu vois, c'est sur ça, c'est sur cette relation-là que la médecine occidentale repose depuis 25 siècles. Et on a dit, ça, c'est de la merde. Bon, ok. On n'a jamais fait ça en épidémie. On n'a jamais fait ça. Je te rappelle que la grande crise de la fin des années 60, qui est une grippe dite asiatique, qui tue près de 80 000 personnes en France, qui n'est pas rien, et qui tue là des gens jeunes et parfois même et souvent des femmes enceintes pour des phénomènes qu'on n'a pas d'ailleurs totalement expliqués. Eh bien, le général de Gaulle n'a pas arrêté la France jusqu'à preuve du contraire, et deux, on a laissé les médecins travailler. Et on a eu les résultats, parce qu'en un an, c'était terminé, on n'a plus parlé de rien, parce qu'on a laissé, on a fait ce qu'une partie des pays d'Asie ont fait, etc. Ce que d'ailleurs le plan Péronne de 2004, qu'on appelle plan Douste-Blazy, parce que ça fait toujours plaisir au ministre, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, même si Douste-Blazy n'a pas été un homme déshonnête dans cette crise. Tu vois, c'est comment je vais te dire ça, on avait tous les instruments pour bien gérer ce problème. Mais on a géré ça par l'anxiété, on a géré ça parce qu'on a déconnecté les populations médicales. Et je vais te dire pourquoi on l'a fait. Je vais te donner deux personnes et tu vas voir qu'elles sont dans une situation opposée. Jean Castex, Boris Johnson. Boris Johnson a laissé le maximum de liberté aux Britanniques, mais il essaye de cibler la vaccination sur les populations à risque. Pourquoi ? Parce que le NHS britannique, c'est l'hôpital public si tu préfères, est dans un état. Il a été assassiné par Margaret Thatcher, achevé à la pelle par Tony Blair, et il faudra 10 ans pour refaire un hôpital britannique. Et Boris Johnson ne ménage pas sa peine. Mais là, il est pris entre son aile libertaire, très libérale, qui demande qu'on arrête de contorsionner les populations, et un hôpital public qui s'effondre. Donc, il maintient une politique équilibrée que les deux lui reprochent d'ailleurs, parce qu'ils n'en portent pas le bout de gras. De l'autre côté, Jean Castex te dit, il te l'a dit d'ailleurs, il a osé te le dire. Les gens auraient dû l'étriper pour cette phrase-là. Le meilleur moyen, la vaccination, ça permet de ne pas aller à l'hôpital. Décortique. D'accord, ok. Ok, donc ça veut dire que pour vous, les soins de l'avenir, c'est l'ambulatoire. Puisque le même homme qui dit ça est le même homme qui a signé dans les bas de papier pour qu'on ferme encore des lits de réa là. Là, tu as des lits de réa qui ferment là. On est d'accord. Et c'est le même homme qui te dit les deux. Alors, qu'est-ce qu'il te dit en fait ? Il te dit, moi, à Bruxelles, on m'a dit de niquer l'hôpital. Donc, tu prends ta picouse et tu fermes ta gueule parce que de toute façon, tu n'auras pas d'hôpital où aller. Tu vois, ce n'est pas du tout la même optique. Il y en a un qui te dit, ménagez-vous, vous êtes à risque. Les autres, vous vivez comme vous l'entendez, avec gestes barrières, avec prudence. Vous êtes des grands garçons. Un citoyen
c'est adulte, ce n'est pas des enfants. Parce que l'hôpital britannique ne peut pas encaisser le coup. Donc là, je protège les soins du futur en éloignant les personnes à risque et en les ciblant. Alors que l'autre te dit, je veux picouser tout le monde, tout simplement parce que je suis en train de détricoter l'hôpital, donc ne me faites pas chier pendant que je le fais. Tu comprends que c'est deux approches totalement différentes. Tu vois, on ne ferme pas de lits de réanimation en Angleterre en ce moment. Au contraire, on ferme des lits en France. Au passage, au milieu d'une épidémie d'une maladie respiratoire. Ça choque personne? Moi, ça me choque. Mais, je suis peut-être petite nature, je suis peut-être sensible. Mais on est d'accord tu sur la gestion vois, épouvantable de la crise, hein, ça, il n'y a aucun tu souci. vois. Donc, Le- si tu veux, je pense qu'on aurait tout simplement dû dire, écoutez, c'est pas la variole. La variole, c'est tu es infecté, tu as 30% de chances d'y rester. Ouais, Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. à Et que 30%, c'est là, pas rien, hein. Mais 30%, c'est pas rien. Hein. Et là, hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, tout le ouais. monde. Tu vois. Euh, Variole qui a été éradiquée par un vaccin. oui, oui, oui. Non, mais ça, si tu veux, de vrais anti-vax. Moi, si tu veux, il faut dégonfler le mythe de l'anti-vax. Moi, Ah, j'ai jamais. l'antivax qui a toujours existé et qui n'est pas forcément le Non, citoyen mais aujourd'hui qui est méfiant, hein, on est d'accord. non, non, Hein. non, mais surtout, c'est premièrement, mais deuxièmement, la plupart des gens qu'on appelle anti-vax n'ont jamais été. Tu vois, je vais utiliser ta chaîne pour pouvoir le dire. Hmm. Moi, mon ami Serge Rader, qui était mon ami, dont les médias sont réjouis publiquement de sa mort en Guadeloupe, parce qu'il aurait été, en Guadeloupe ou en Martinique, je ne me rappelle plus, en tout cas dans nos Antilles, parce qu'il serait mort du Covid. En réalité, il n'est absolument pas mort du Covid, il est mort d'une maladie nosocomiale à l'hôpital. Il était déjà guéri du Covid, mais Oui, il est mais mort de la maladie quand bien nosocomiale. même, Mais alors, Ouais. attends, mais toi, ça infecte. Mais surtout, Serge n'a jamais été antivaccinal. Il a posé des questions simples, vu qu'il était dans une commission franco-italienne de travail sur les vaccins. Il a dit, écoutez, je vous demande 3 trucs simples. 1, est-ce qu'on a le droit de savoir ce qu'il y a dedans, oui ou non? Parce que la traçabilité est un droit. Théoriquement, tu as le droit de savoir d'où vient ce que tu manges. Pourquoi tu n'as pas le droit de savoir d'où vient ce qu'on t'injecte? Ça finit dans ton corps du même tarif. Hein. Et d'ailleurs, l'agroalimentaire commence à nous dire, et vous ne voulez pas savoir d'où viennent les vaccins? Pourquoi vous avez le droit de savoir d'où viennent nos viandes? Allez vous faire mettre. Ils commencent à nous le dire déjà, et ils n'ont pas tort. Première question. Deuxième question, Rader leur dit, écoutez, moi, j'ai rien contre personne. Le petit Français reçoit 11 vaccins. Le petit Italien de l'autre côté des Alpes, il en reçoit moins de moitié moins. On remarque qu'il n'y a pas d'écart significatif en faveur du Français tout au long de son vieillissement. Il n'est pas en meilleure santé mécanique que l'Italien. Question, pourquoi? Parce que si on pique les gens, même avec des produits sans danger, hein, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on pique des gens sur des maladies qu'ils ne peuvent pas avoir, que ça ne leur donne aucun bénéfice, ça veut dire que tu les piques pour donner une rente aux fabricants. Il y a bien une raison. Il y a bien une raison. Tu Bah, vois? après, Parce que, je non sais mais tu pas, parce comprends? que Tu vois, je comprends absolument le Non mais, raisonnement, si tu veux, mais c'est des questions normales. oui, Parce non, que c'est des nous, questions légitimes. on est en sécurité sociale mutualiste, je te rappelle. Oui, Et que, tu vois, et donc, à un moment, et ça, par contre, tu vois, on le voit sur les médicaments. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de poser la question pour les autres? Moi, je suis un pro-vaccinal. J'ai toujours été pro-vaccinal. non, pareil. Mais, comment? Pareil. Mais, par contre, comme je connais un peu le fonctionnement de la sécurité sociale, je suis inquiet de voir la multiplication des demandes de remboursement pour des médicaments de classe 5, c'est-à-dire des médicaments qui n'apportent rien et qui sont notés comme tels, mais dont les laboratoires obtiennent le remboursement parce que sinon les médecins ne les prescriraient pas, tout simplement parce qu'ils n'apportent pas de bénéfice médical sérieux
par rapport aux médicaments précédemment mis sur le marché. Alors, je suis peut-être pas Tu vois. assez cultivé par rapport à comment, la Hmm. question des vaccins, mais il me semble en tout cas pour les 11 vaccins qu'il y a quand même des scientifiques qui ont fait des papiers, qui ont publié des papiers dans certains journaux assez sérieux, C'est- euh, c'est- pour, c'est- justement et qui avaient eu certains problèmes justement avec des grandes firmes pharmaceutiques, donc qui étaient pas comment objectifs, hmm. donc aurait pu juste les saquer, essayer de les saquer dans leur papier, mais qui ont quand même pris la défense des 11 vaccins, alors qu'ils n'étaient pas Non, mais forcément, ils n'avaient pas l'intérêt de le faire, quoi. Non, mais si tu veux, ça, je vais dire, la querelle scientifique existe. Ah oui, Moi, ce que ça oui. la querelle scientifique existe. Je demande juste qu'elle soit reconnue. Moi, je ne veux pas qu'on chasse aux sorcières. Tu vois, les deux questions, tu vois, les deux questions que les trois questions que Serge posait. Donc, un, pourquoi de telles divergences entre pays voisins sans effet notable, France-Italie? Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai le droit de savoir. J'ai le droit de savoir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai le droit de savoir. Et dernier point, pourquoi êtes-vous, on fait bien des commissions d'inspection sur les effets à moyen, long terme des médicaments, pourquoi on n'aurait pas le droit d'en faire sur les vaccins, qui après tout est un médicament comme une autre? Si tu veux, le vaccin, pour le médecin, c'est un outil. C'est un outil préventif. C'est un marteau, c'est une scie, c'est un très bel outil. Mais Ah comme tous oui, les justement parce outils, qu'il est préventif et pas tu curatif. vois, mais si tu veux, c'est un très bel outil. Mais si tu veux, un chalumeau est un très bel outil. Tu ne peux pas t'asseoir dessus pour autant. Tu vois, donc si tu veux, un moment, tu vois, moi, ce que je n'aime pas, moi, si tu veux, je suis fils d'un médecin scientiste. La médecine, c'est un rapport humain pour lequel j'ai un infini respect. Et ce que, si tu veux, enfin, mais je n'aime pas les gens qui plaquent sur la médecine les croyances des sciences dures sans risque, que sont la physique, les mathématiques, c'est-à-dire, au passage, des gens qui ne prennent jamais de risques. Un médecin prend des risques tous les jours. Tu vois, le mec meurt dans tes bras, si tu as fait une erreur, tu dévises ta plaque, tu peux aller en tôle. OK? Et ça, c'est tous les jours. Donc, moi, je n'aime pas les scientifiques lâches. Tu vois, déjà. Ils ne sont pas médecins, donc d'un côté, qu'ils restent à leur place. Et de l'autre côté, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui mettent sur la médecine de la religion. Tu vois, par exemple, le vaccin n'est pas un hostie. Tu vois, si tu veux, si vous avez des problèmes de foi et de métaphysique, trouvez-vous un imam, trouvez-vous un rabbin, trouvez-vous un bonze, trouvez-vous un prêtre. Le médecin n'est pas ça. Le médecin est un homme sacré dans notre culture. L'homme médecine, c'est l'homme sacré de toute l'ethnologie, si tu veux. Mais il n'est pas là pour que vous plaquiez les raisonnements métaphysiques qui sont les vôtres. Lui, il doit dire, voilà, j'ai un patient, c'est singulier. C'est un être singulier. Il a eu une vie, il a des prédispositions, souvent génétiques, mais parfois autres. Il a eu une vie plus ou moins compliquée, et je dois peser tout ça quand je prends la décision médicale. Un patient, ce n'est pas une statistique. Tu vois, et ce que je ne pardonnerai pas à certaines personnes, c'est d'avoir ravalé la médecine au rang où sont, tu vois, quand tu es face à un mec qui est en train de s'enfoncer, moi j'ai vu des médecins hors du commun aller chercher des gens aux frontières de la mort. Ouais. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ravale ces gens-là au rang de sciences dures dans lequel tu peux être un escroc, tu vois. Hmm. Tu vois, tu fais de la physique quantique, une bonne partie des mecs qui le font sont des escrocs. Hmm. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en fout Mais donc, du parce que coup, ça n'a pas d'importance. hmm. Un médecin, en situation d'exception, un médecin ne peut pas tricher. Mais C'est comme un alors, soldat. mettons que on utilise une stratégie à la Johnson. Pas le vaccin, Boris.
qu'on utilise une strat à la Johnson et qu'on vaccine que les personnes à risque. Ouais. Le problème se pose toujours. Il y a plein de boomers là actuellement qui pas par forcément complotisme ou conviction anti-vax, ne veulent pas se faire vacciner, mais juste parce qu'ils se sont fait prendre pour des cons pendant trop longtemps. Comment on fait pour aller chercher ces personnes-là et pour leur dire il faut que vous vous vacciniez, les gars, parce que vous êtes à risque? Alors, mais là, justement, déjà, premièrement, si on voulait faire ça, c'est trop tard. Ah bah, c'est C'est trop tard. Tu vois, la première chose, si Olivier Véran veut que sa parole soit crue, la première chose qu'il doit faire, c'est démissionner. Eh ben, non, mais faut en d'autres si plus, tu quoi. veux, non, mais désolé. Hein, En d'autres gouvernements. désolé, moi, si tu veux, voilà, voilà, il faut, là, pour le coup, il faut laisser les médecins dire à ces gens, écoutez, vous êtes grands, vous prenez vos propres risques, mais attention, moi, quand on me dit, mais il est évident qu'on n'a pas à les mettre en dehors de la communauté. Parce que sinon, Ah non. attention, oui, mais attention, pas de fausses notes si on commence comme ça. Ça veut dire que, parce que les mecs me disent, ah oui, mais on n'a qu'à les débrancher, ce qui au passage est de l'assassinat, hein. Je le rappelle quand même. Parce que une Non, personne c'est qui sûr, peut c'est être pas de sauvée que l'euthanasie. tu déranges, c'est le même effet que si tu lui colles une balle dans la tête ou si tu lui mets du cyanure de potassium. C'est de l'assassinat. Faut bon. Parce que moi, les mecs me disent, oui, mais on n'a qu'à les débrancher. Moi, je dis, OK, d'accord, pas de souci. Donc, je vais rayer de la sécurité sociale tous les fumeurs. Ils prennent un risque. Tous les alcooliques. Ils prennent un risque. Les obèses. Ils prennent un risque. Et puis, attends, on va faire mieux que ça. On va résoudre le problème. 80% des dépenses de santé d'un homme sont dans les 3 dernières semaines de sa vie. Donc, les mecs qui sont les risques, en fait, c'est les vieux. Donc, résultat, les vieux, il faut les éliminer à la naissance. Clac, voilà, c'est fait. Parce que, si tu veux, non mais, tu vois le problème. Si on commence à mettre les gens en dehors du circuit de la sécurité sociale, à un moment, on va tomber sur la logique de l'homme surnuméraire, c'est-à-dire 80% des dépenses de santé d'un être humain se concentrent dans les 3 dernières semaines de sa vie. Et d'ailleurs, pour bien connaître le lobby qui veut l'euthanasie, alors Romero et ces gens-là, alors ils l'assument qu'en réunion privée à l'Assemblée nationale, ils ne l'assument pas en public s'ils ont peur que ça choque les gens, mais ils te le disent. Entre une seringue de cyanure de potassium qui doit se négocier dans les 25 € en tout, et un mec qui va coûter, pendant les 3 dernières semaines de sa vie, tu vois, une journée de soins intensifs, c'est 3 000 € par patient. Bon, bah, tu fais le calcul. Tu vois, quand on commence à mettre des gens en dehors d'un système mutualiste, on va très très vite à un phénomène qui n'est pas très loin de la purification ethnique. On y va très vite. Parce que moi, quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui est à risque, il faut lui dire, et c'est son médecin qui a à le dire et personne d'autre. Tu prends tes risques. Évidemment, la communauté sera derrière toi parce que tu as cotisé, il n'y a aucune raison. Mais fais attention. Mais ce n'est pas plus que quand tu dis à quelqu'un qui fume, tu risques un cancer. Quand tu dis à quelqu'un qui est en obésité Mais morbide, disons que tu les vas gens. choper un diabète de type 2, etc., tu vois. Ouais, mais tu vois, genre, ça c'est pareil. Comment tu fais pour un sidaïque, par exemple? Tu vois, pour un mec qui a un problème d'immunodéficience ou un truc comme ça, Hmm. comment on fait? Alors, comment on fait Dans le pour lui sens où la dire de s'accepter? comorbidité n'est pas de sa faute, en fait. Alors, Il peut oui, pas. Tu vois. oui, mais attends. C'est pour ça qu'il faut exclure personne. Au passage, attention, tu prends le mauvais exemple. Parce que moi, je serais Christophe Barbier, je te dirais, personne ne l'a obligé à avoir des rapports hors sexuels à risque parce qu'il n'a pas chopé le sida. Le sida n'est pas une maladie aérienne, il l'a pas, et où personne ne l'a obligé à se mettre une seringue dans le bras. Donc, si tu veux, tu vois, faut, si tu veux, je pense qu'il faut dire une chose simple. La communauté et la sécurité sociale, qui est le bras armé de la communauté politique dans son versant social, est là pour les risques de la vie. Tu vois. Après, il y Et a les un autre risques, problème, voilà. c'est que le fumeur aussi, Mmh. il est conscient qu'il se bousille la santé, tu vois. Et Mmh. là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boomers qui se disent qu'ils sauvent la santé en se vaccinant pas. Et c'est problématique, en fait. C'est problématique Alors, qu'il y ait des gens qui alors réfléchissent comme ça, tu vois. oui, mais si tu veux, le problème,
c'est, là encore, même chose. Le meilleur moyen qui est de régler ce problème-là, c'est de laisser ces gens-là dans les mains de leur médecin et que le pouvoir la ferme. Parce que quand tu as menti, comme on a menti pendant 2 ans, de toute façon, à la fin, je vais dire, Hannah Arendt le disait très bien. Le problème d'un gouvernement dont le mensonge est une arme continue, ce n'est pas que les gens à la fin ne croient plus à rien, c'est qu'ils se mettent à croire à n'importe quoi. Bah là, on est en train de voir ça. Donc d'un côté, laissons les gens la liberté de choix. On est dans une république. Dans une république, il y a des citoyens. Le citoyen, c'est un être conscient parce qu'on lui a donné le droit de vote, on lui a donné un moment le port d'armes, on lui a donné certaines choses pour être un homme libre. Un homme libre est un homme qui prend ses risques. Ou alors, on fait de l'élevage humain et là, faut passer à la contrainte. Bon, moi, à titre personnel, si on régresse à ce point-là, alors ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il faut soleil vert. Tu vois, pas de fausses notes. Hein. On y Pas de fausses viendra. notes. Pas de fausses notes. Bon, bah écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. OK. Est-ce que tu as quelque chose, tu as envie de Non, conclure non, quelque non, chose? non, non, non. Voilà, bon, j'espère que la vidéo t'a plu, c'est tout. Franchement, super. Ça faisait un moment que j'avais envie de te parler. Donc, ravi. Vraiment ravi. De rien. Et si un jour tu veux repasser sur la chaîne ou si j'ai Pas de besoin de. souci. Je te renverrai un Tu ton. n'hésites pas, tu me dis. OK? Ok, super. Bah écoute, Allez, je te souhaite une bonne soirée. À à la toi aussi. prochaine. À une Salut. prochaine. Ciao, ciao. Ciao.